plusieurs sujets qui vont vous être présentés dans cette table ronde, notamment sur la manière dont on va pouvoir optimiser l'efficacité des ressources, la manière dont on va pouvoir faire progresser les énergies qu'on utilise dans nos réseaux de chaleur. Plusieurs interventions qui vont se succéder, de 15-20 minutes chacune, notamment avec des intervenants qui vont parler un petit peu des perspectives des réseaux de chaleur biomasse sur le territoire national. Et après, des sujets un peu plus techniques qui vont permettre justement d'aller trouver d'autres solutions énergétiques, d'autres options possibles sur nos réseaux de chaleur pour pouvoir les rendre plus efficaces, les développer différemment de ce que l'on fait aujourd'hui. Alors, je vais commencer assez rapidement par passer la parole à Ludovic Prieur et Auguste Ram et Mohamed Traoré pour vous parler un peu de l'état des lieux aujourd'hui des réseaux de chaleur biomasse sur notre territoire. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc Ludovic Prieur, comme ça a été précisé, ça va être une intervention croisée avec mes collègues de la FEDEN que je laisserai se présenter dans un second temps. Merci à tous d'être présents. Donc moi je m'appelle Ludovic Prieur, je suis au CIB, comité interprofessionnel du bois énergie. Voilà, donc on travaille sur la thématique du chauffage collectif et industriel au bois. Donc on est une structure associative qui existe depuis 2006 et nos objectifs c'est de rassembler les différents acteurs de ce secteur, que ce soit des entreprises, des maîtres d'ouvrage à la fois publics et privés, et puis les organisations professionnelles de la filière bois et puis du monde de l'énergie. Donc notre objectif c'est de coordonner un peu tous ces acteurs-là pour professionnaliser les pratiques en lien avec la filière bois-énergie, établir les règles de l'art et on accompagne aussi la montée en compétences des professionnels via des formations tout au long de l'année. Voilà, donc on se structure en 4 commissions. Une première commission dite d'approvisionnement qui vient soutenir un appui aux filières d'approvisionnement et qui traite des thématiques de tous les types de ressources, donc que ce soit leur caractérisation, leur mobilisation et leur transformation en combustible. Une deuxième commission dite d'animation qui vient fédérer un réseau d'animateurs bois-énergie sur l'ensemble du territoire, réparti entre les différentes régions. Une troisième commission dite REX qui vise plutôt à faire remonter des retours d'expérience terrain sur les sujets en lien avec la conception et l'exploitation des chaufferies. Et enfin, une dernière commission que j'anime au sein du CIB qui s'appelle la commission MOB, qui vise plutôt à traiter les sujets en lien avec le montage de projets chaufferie bois, avec un focus sur les mécanismes de financement, les évolutions réglementaires et comment lever un petit peu les freins pour le développement de ces projets. Donc les réseaux de chaleur sont vraiment au centre de nos actions et de nos réflexions. Je vous ai mis sur cette slide une petite liste non exhaustive de documents qu'on a pu produire au sein du CIB et je vous invite à aller vous renseigner sur notre site internet. Et puis un petit focus sur des journées techniques qu'on organise tout au long de l'année, notamment une journée sur les réseaux pour développer les petits réseaux de chaleur, donc dans les bourgs et les petites villes dans des zones périurbaines. Donc pour nous, c'est un vrai enjeu au sein du CIB parce que c'est un atout pour les territoires. Donc c'est déjà une alternative mutualisée, mature et fiable, donc notamment face aux limites de l'électrification et puis aux interdictions de l'utilisation des chaudières au fioul. Et c'est d'autant plus vrai dans des zones qui sont difficiles à décarboner, où les alternatives sont souvent très limitées. C'est aussi un moyen de lutter contre la précarité énergétique dans des territoires qui sont fortement touchés, et ce via la maîtrise des coûts qui sont optimisés par une approche collective, à la fois pour les ménages, mais aussi pour les collectivités qui peuvent venir se raccorder aux bâtiments, enfin au réseau de chaleur, raccorder leurs bâtiments communaux. Et c'est aussi important par rapport aux retombées économiques qui sont locales et qui permettent de revitaliser le territoire via la création d'emplois sur toute la chaîne de valeur. Donc ça, c'est un vrai atout pour la filière bois-énergie. Ça va de la personne en charge d'une parcelle forestière au technicien de maintenance dans une chaufferie, en passant par toute la chaîne logistique. Nous, on dit au CIB que c'est toutes les 1000 tonnes de bois-énergie, ça crée un emploi. Donc c'est un vrai atout pour la filière. Et puis ça permet une valorisation des ressources localement et de participer à notre indépendance énergétique en luttant contre l'importation d'énergie fossile. Bonjour à tous, donc Auguste Rams, secrétaire général FEDEN, réseau de chaleur et de froid. Donc deux petits mots sur la FEDEN. On est une fédération qui représente justement les entreprises des services énergétiques et environnementaux. On est regroupé autour de 6 syndicats.
qui vont traiter à la fois de l'efficacité énergétique, des réseaux de chaleur, de la valorisation des déchets ou encore des services numériques autour de l'efficacité énergétique ou encore des bureaux d'études. Donc on représente au total près de 1500 entreprises de ces secteurs à travers environ 50 000 collaborateurs en France. Donc vraiment nos 3 domaines principaux d'activité vont être les services au bâtiment, avec notamment les économies d'énergie ou la performance énergétique des bâtiments et de leurs installations. Toute une partie aussi sur la production de chaleur, notamment renouvelable, à travers donc, toutes les énergies qu'on va retrouver, telles que la biomasse, la valorisation énergétique des déchets ou l'achat fatal des industriels, mais encore la biomasse, les géothermies, et bien sûr toute une partie vecteur avec les réseaux de chaleur. Et pour finir, le 3e domaine qui s'intéresse plus à la promotion des métiers et justement la formation qu'on peut avoir autour de ces métiers de services énergétiques et environnementaux. Donc pour la suite, je vais laisser Mohamed introduire notamment le principal travail qu'on effectue sur l'enquête annuelle des réseaux de chaleur et qui permet de fournir un état des lieux sur les réseaux de chaleur et notamment biomasse. Merci Auguste. Donc, je suis Mohamed Traoré, chargé de mission technique à la FEDEN, et je vous propose de commencer avec l'état des lieux sur les réseaux de chaleur et de froid en France. Donc, dans un premier temps, nous allons voir les chiffres clés. Donc, comme on peut le voir, le premier chiffre clé est de 1000 réseaux. Nous avons passé la barre des 1000 réseaux de chaleur recensés dans le périmètre de l'enquête. Enquête qui se base sur les données de l'année 2023. Donc, ces 1000 réseaux représentent plus de 50 000 bâtiments raccordés. Et donc, si on fait une rétrospective sur les 10 dernières années, par exemple, on aurait un doublement du nombre de réseaux de chaleur et une augmentation de plus de 85% des bâtiments raccordés. Alors, ce nombre de bâtiments raccordés se traduit également par une augmentation de la chaleur livrée. Donc, on a une chaleur livrée nette corrigée des rigueurs climatiques de 29,2 TWh avec une part de NR de 19,4, ce qui représente environ 66,5% d'énergie renouvelable et de récupération dans le mix énergétique. Donc pour mieux observer cela, je vous propose de faire un focus sur ce mix. Alors, dans un premier temps, on observe donc le doublement de ce taux de NR qui était à 37,6% en 2012 et donc qui a atteint les 66% en 2023. D'une part, cette augmentation se traduit par le recul des fossiles lourds. Donc là, sur le diagramme, on peut observer une part à environ 1% de fioul et de charbon notamment. Dans un second temps, on a également la mobilisation de plus en plus d'énergie renouvelable et de récupération. Donc si on ne considère que les productions vertes, on aurait la chaleur fatale qui représenterait 44%, tandis que la biomasse représenterait 36%. Enfin, on peut également se projeter à 2030 où l'objectif est fixé à 75% d'énergie renouvelable et de récupération. Dans un troisième temps, ce doublement du taux de NR peut également être traduit par l'augmentation des réseaux vertueux. Actuellement, 93% de la chaleur livrée provient de réseaux vertueux, donc, qui ont un taux de NR supérieur à 50%, tandis que seulement 8% environ des réseaux de chaleur en France ne mobilisent que des fossiles. Alors, ce doublement du taux de NR peut également être observé au travers de la diminution du contenu CO2. Donc on voit là sur la dernière décennie qu'on a une réduction d'environ 40%. Cette réduction aboutit à en moyenne des émissions en contenu CO2 ACV de 113 grammes de CO2 par kilowattheure. Cela pour l'ensemble des réseaux, tandis qu'on aurait 65 grammes de CO2 par kilowattheure pour les réseaux vertueux. Alors, 113 grammes de CO2 par kilowattheure pour un réseau moyen, ça représenterait 50% de moins d'émissions qu'une chaudière au gaz naturel, par exemple, ou 65% qu'une chaudière au fioul domestique. Enfin, lorsque l'on se projette à 2028 via la RE 2020, qui établit un seuil à 120 grammes de CO2 par kilowattheure, on observe que
71% des réseaux respectent déjà ce seuil, ce qui représente environ 63% des livraisons de chaleur. Je vais vous laisser maintenant avec Auguste. Merci Mohamed. Donc, comme il l'a mentionné, donc, on tend vers une augmentation du verdissement des réseaux de chaleur. Donc, pour revenir un petit peu sur un focus bois énergie, ça peut déjà être expliqué par le fait que le bois énergie et l'utilisation de la biomasse pour alimenter nos réseaux de chaleur, donc c'est vraiment la première énergie renouvelable de France, ce qui peut expliquer un déploiement massif au sein des réseaux de chaleur. Donc on observait en 2023 que 33% de la consommation d'énergie primaire était issue d'énergie renouvelable et de récupération. C'est 688 réseaux de chaleur qui l'utilisaient. Pour vous donner un ordre d'idée, ça correspond à peu près 60 à 70% des réseaux de chaleur de France qui étaient alimentés en biomasse. Voilà, donc vous avez un peu le podium, le top 3 des régions qui possèdent les réseaux de chaleur les plus verts. Et ça, on a réussi à livrer en 2023 donc 6700 gigawattheures. Donc voilà, c'est vraiment des avantages d'utiliser la biomasse comme source d'énergie renouvelable pour se chauffer. C'est un vrai levier de décarbonation qui permet une substitution énergétique vis-à-vis des énergies fossiles. C'est une main-d'œuvre qui est locale sur le territoire et non délocalisable. Et on a des ressources qui sont diversifiées. Donc c'est vraiment ces atouts-là qui permettent un potentiel de verdissement des réseaux de chaleur très important. Tu peux mettre la suivante. Merci. Donc on a voulu vous présenter quelques exemples de réseaux de chaleur. Donc je vais d'abord vous présenter un petit réseau, donc le réseau de Vorep, qui est près de Grenoble en Auvergne-Rhône-Alpes. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. Donc toutes les données sont issues du panorama de la chaleur renouvelable, donc de l'édition 2024 qui vient d'être publiée récemment, si je ne me trompe pas. Voilà, mais c'était pour vous présenter un autre atout que peut présenter l'utilisation de la biomasse, c'est sa complémentarité avec d'autres énergies renouvelables. Donc ici, on a un réseau de 1,4 km qui est en cours d'extension, avec une puissance relativement moyenne, donc de 500 kW de puissance bois, qui permet de distribuer 2 gigawattheures par an de chaleur, qui est couplé à 200 mètres carrés de panneaux solaires thermiques qui viennent réchauffer l'eau de retour des bâtiments et qui permettent du coup un appoint par production solaire de 5% de la production totale. Voilà, donc cette complémentarité permet d'augmenter le niveau de verdissement d'un système de chauffage. Et du coup, ça reste un vrai atout. Et je laisse Auguste vous présenter un autre réseau. Donc justement, les chaufferies ou les réseaux biomasse ne sont pas seulement, ne sont pas forcément dévoués aux réseaux ruraux ou urbains. On a vraiment une diversité des réseaux. Donc à la fois sur des grands réseaux, comme on le voit ici pour le réseau de Nantes, le réseau ERENA, donc avec une puissance largement supérieure à celle du réseau précédent, avec là, dans 2 chaufferies distinctes. On a une première chaufferie avec près de 30 MW de puissance installée en termes de biomasse, avec des chaufferies biomasse, mais aussi une autre chaufferie où on va avoir donc une chaudière et des cogénérations biomasse également. Donc voilà, l'intérêt là ici, c'était vraiment de vous présenter la variété de réseaux qu'on peut avoir alimentés par des biomasses, car cette fois, par rapport à d'autres ressources énergétiques telles que la géothermie ou le solaire, on peut être assez limité, soit en termes de plafond ou de palier, sur les puissances ou les quantités d'énergie thermique qui peuvent être livrées. Ici, sur la biomasse, on n'a pas forcément de limite et on va pouvoir justement jouer sur tous les terrains en fonction de la ressource qui est disponible. Au niveau maintenant des perspectives, donc premièrement, je vais faire un petit état des lieux sur donc les objectifs PPE ou donc de la programmation pluriannuelle de l'énergie ou de la stratégie française énergie-climat. Donc les objectifs qui ont été annoncés, c'est notamment plus d'efficacité en termes de consommation de chaleur, avec notamment une diminution de cette consommation, et à côté de ça, un verdissement avec une augmentation des énergies renouvelables. Donc, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, la biomasse est prépondérante au niveau de la mixité énergétique, et on va avoir justement une augmentation de l'ensemble des ressources énergétiques pour avoir un mix plus vert.
Petit focus maintenant au niveau des réseaux et de la biomasse. Donc on a des objectifs ambitieux qui ont été présentés au niveau de la programmation pluriannuelle de l'énergie, avec notamment un doublement des livraisons de chaleur des réseaux d'ici 2030 et justement un verdissement, comme le montrait tout à l'heure Mohamed, à 75%. Et un verdissement qui va encore augmenter pour atteindre 80% en 2035. Donc ces objectifs ambitieux, ils peuvent paraître inatteignables, mais en fait, il faut se dire qu'en 10 ans, on a quand même doublé le nombre de réseaux, on a doublé les livraisons de chaleur ENR, et on voit aujourd'hui, depuis notamment la crise énergétique de 2021, qu'il y a une augmentation des projets. Donc, de plus en plus de collectivités, justement, se mobilisent pour développer ces réseaux de chaleur et justement verdir leur consommation pour les abonnés, pour les habitants. Côté biomasse collective, on va là aussi avoir un doublement des livraisons de chaleur aux horizons de 74 TWh pour 2030. Donc comme vous pouvez le voir, on n'est pas vraiment dans les... Vous avez pu voir à la slide précédente qu'il y avait une augmentation globale de la biomasse de 1,2 fois 1,2 pour 2030, parce qu'en fait on va avoir une augmentation de la biomasse collective, notamment dans les réseaux, dans l'industrie. Et à côté de ça, on va avoir une diminution de la biomasse domestique avec des installations un peu plus performantes, des logements qui vont être mieux isolés et donc une diminution de la biomasse individuelle domestique qui va diminuer. En termes de développement passé, on a eu justement un triplement ces 10 dernières années du nombre de réseaux du nombre de réseaux biomasse, pardon. Le point important ici, c'est qu'on a une nécessité vraiment de s'adapter aux contraintes territoriales qu'on va avoir. C'est-à-dire qu'on a comme des choix à faire au niveau du développement des réseaux. C'est notamment des choix qui sont un peu portés par la méthodologie UNR choix de l'ADEME, qui permet justement de prioriser les ressources en fonction des territoires et des caractéristiques. Donc, en parlant justement de territoire, on a pu exercer avec le Club de la Chaleur la régionalisation de ces objectifs. Donc le Club de la Chaleur, c'est un regroupement justement d'acteurs tels que le CIB, la FEDEN ou encore la MORS, la FPG pour la géothermie. Et on a travaillé avec aussi différents partenaires pour régionaliser les différents objectifs de la PPE et donner des objectifs, des clés de répartition à chaque région sur les objectifs qui pouvaient être atteints d'ici 2030 et 2035. Donc, comme je disais, cet exercice il s'est basé notamment sur des méthodes statistiques, des différentes hypothèses, des retours d'expérience des experts et aussi des études de potentiel qui ont pu être effectuées, donc notamment sur la chaleur fertile issue des UVE, la géothermie profonde ou encore la biomasse. Voilà, donc c'est des résultats qui sont disponibles justement sur les différents sites des acteurs et qui ont été justement communiqués aux régions afin d'ici la fin de l'année, que les régions puissent elles-mêmes déterminer leurs objectifs futurs. Je vais passer rapidement, donc on n'a pas beaucoup de temps. Juste, voilà, ce que vous voyez à l'écran, c'est en réseau, c'est un outil cartographique qui accompagne le développement des énergies renouvelables et donc qui vise à mobiliser le potentiel de développement des réseaux de chaleur et de froid à l'échelle du territoire. Donc vous pourrez aller jeter un coup d'œil en ligne. Juste un petit point sur la biomasse, on ne peut pas parler de gisement pour le bois et la biomasse. Donc en réseau, renvoie vers les animateurs bois énergie. N'hésitez pas à passer au stand du CIB, on a une liste de ces animateurs, on pourra en parler en aparté. Je vais passer rapidement à la conclusion pour laisser le petit temps d'échange. Donc voilà, le bois énergie, c'est une composante essentielle d'une gestion civicole qui doit être efficace et un coproduit vertueux de l'exploitation durable des forêts. L'utilisation de la biomasse au sein des réseaux de chaleur est un vrai levier de décarbonation et d'autant plus pour les territoires qui sont difficiles à décarboner, où il y a peu d'alternatives. Donc c'est vraiment un pilier de l'autonomie énergétique. Et on constate et on recommande la nécessité d'une collaboration renforcée donc, entre les différents acteurs pour relever ces défis énergétiques liés au réseau de chaleur en France et le besoin d'un soutien politique avec une stratégie pluriannuelle, comme l'a mentionné Auguste, qui mobilise des moyens financiers à la hauteur des objectifs de décarbonation. Merci pour votre écoute. Merci à vous trois pour cette première présentation qui donne un peu le panorama justement des réseaux de chaleur d'aujourd'hui, et notamment de la biomasse.
Alors, si vous avez des questions dans la salle, n'hésitez pas. Notamment sur la stratégie et le développement futur des réseaux de chaleur. Donc effectivement, la biomasse est un des enjeux sur lesquels s'appuie un des objectifs d'utilisation d'énergie renouvelable sur lesquels s'appuient nos réseaux de chaleur qui sont en fort développement, mais il n'y a pas que ça. Vous avez parlé du réseau de chaleur Centre-Loire qui est sur Nantes, qui est un de nos 7 réseaux de chaleur. Bon, il prend son énergie aussi sur un centre d'incinération des déchets. Mais on voit bien que la biomasse, donc le centre d'incinération des déchets, ça a ses limites en termes de déchets collectés. La biomasse, ça va avoir ses limites aussi. Ça fait partie des études que l'on travaille avec la cellule régionale biomasse. Donc il y a d'autres pistes énergétiques aussi qui sont à bien prendre en compte. Enerchois, vous en avez parlé. Quelles sont les pistes justement que vous avez pu identifier de nouvelles sources ENR que les réseaux de chaleur pourraient exploiter pour ne pas surexploiter sur une région comme la nôtre la question de la ressource biomasse? Pour revenir au niveau des ressources, c'est ça qu'on a un panel assez large qui peut être utilisé au niveau des réseaux de chaleur, et c'est notamment l'intérêt qu'on a de ce vecteur énergétique, c'est qu'il peut mobiliser en grande quantité les différentes ressources renouvelables. Et on va avoir aujourd'hui une ressource qui est déjà prépondérante, qui va être notamment la valorisation d'énergie par rapport aux industriels ou aux centres d'incinération. On va aussi avoir peut-être le développement de la partie CSR, donc les combustibles solides de récupération, et aussi en fonction des régions, des potentiels qui vont être plus intéressants, par exemple en géothermie profonde, donc notamment dans le bassin parisien, mais aussi peut-être des futurs développements en Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, où là on peut avoir aussi des potentiels futurs intéressants. La biomasse, généralement, on a des bassins forestiers où on va avoir de la ressource, mais on sait que c'est une ressource qui peut un peu voyager entre les départements, entre les régions. Donc là, on n'est pas forcément limité. Et sinon, on va avoir d'autres ressources qu'on va retrouver sur l'ensemble du territoire, telles que la géothermie de surface, qui là, est présente sur l'ensemble du territoire sans différenciation. Le solaire thermique également, avec très peu de différence entre le nord et le sud de la France. Et on peut avoir aussi on va dire un peu des nouvelles technologies qui voient le jour, notamment la récupération de chaleur sur les data centers ou sur les STEP, donc les stations d'épuration. On va pouvoir récupérer justement la chaleur des boues. Donc il y a très peu de projets aujourd'hui qui utilisent ces technologies, mais c'est des technologies justement qu'on pousse et que l'ADEME aussi essaie de pousser d'un point de vue financier pour développer ces projets, avec notamment des technologies où on associe bien sûr les PAC, et j'ai oublié d'en parler, parce que c'est des ressources qu'on peut appeler chaleur fatale au niveau de data center et des STEP, où justement on va avoir besoin de rehausser la température pour alimenter les réseaux. Et on va donc avoir besoin justement de pompes à chaleur qui vont jouer aussi un rôle important dans les réseaux. Merci. Alors, s'il y a des questions dans la salle, il y a un micro qui arrive derrière. Oui, bonjour, Luc Berthier, CEA. Je voulais savoir si vous craigniez une concurrence accrue sur la biomasse, justement par rapport à toutes les technologies qui se développent pour faire des biocarburants en particulier, et qui vont vouloir des grandes quantités de biomasse pour notamment l'aviation. Avec les éléments de réponse que j'ai, un peu comme au niveau des énergies, au niveau de la biomasse, on va là aussi avoir un merit order, justement des choix d'utilisation de la ressource. Donc que ce soit pour le bois de construction, le bois énergie, le bois pour le biocarburant. Donc là je pense qu'il y a un travail important à faire d'un point de vue déjà local au niveau des territoires, savoir les quantités qui sont disponibles, mais aussi savoir au niveau des usages ce qu'on va prioriser pour justement là aussi avoir ce merit order et voilà, qu'on ne tire pas trop la corde d'un côté ou de l'autre. Je laisse peut-être Ludovic compléter. Ouais, un petit complément juste par rapport au bois énergie. Le bois énergie, la biomasse utilisée est valorisée en chaleur. C'est un coproduit de l'industrie du bois d'œuvre. Donc on ne coupe pas du bois pour le brûler. On récupère vraiment les coproduits de d'autres industries qui est valorisé derrière. Donc il y a moins de concurrence de ce point de vue-là, vu que le bois d'œuvre n'est pas utilisé pour le biocarburant. Et je crois qu'il y a un complément de... Oui, Clarisse Fischer pour le CIM. Je voulais juste compléter qu'on a beaucoup parlé de bois forestier, mais il y a aussi tous les autres gisements
que ce soit tout ce qui est arbres hors forêt, tout ce qui est du bois usagé. Ici, dans la région aussi, le bois bocager. En fait, c'est des outils de gestion durable, ça apporte un petit complément. En fait, le bois énergie va venir en solution anti-gaspi sur toutes ces filières-là, où on va valoriser, donner une petite rémunération pour l'entretien des forêts, pour l'entretien des bocagères, etc. Ce qui est important aussi de noter par rapport à l'option que vous avez citée sur les biocarburants pour l'aviation, c'est que derrière le merit order, et nous on pousse dans ce sens-là, c'est qu'il y a une notion de rendement. C'est-à-dire que voilà, par rapport à une biomasse qui a une valeur, qui est renouvelable mais pas infinie, la notion de rendement, et justement avec le bois énergie, on est dans du haut rendement pour valoriser au mieux ces résidus des différentes filières et des différentes ressources. Peut-être une dernière question de votre part avant que on puisse enchaîner. C'est plutôt une question-réflexion que je voudrais soumettre un peu aux cibles, à Clarisse et puis peut-être à toi également, sur notamment le potentiel transfert d'usage. Je m'explique. On sait qu'aujourd'hui, l'essentiel de la biomasse est utilisé pour le chauffage domestique. La modernisation des équipements, peut-être même dans un avenir plus ou moins lointain, la desserte de logements individuels par des réseaux de chaleur ne contribuerait-il pas à un transfert d'usage, parce qu'on part systématiquement d'un état qui consiste à dire on ne touche pas à l'usage domestique du bois, mais est-ce que dans un moyen et dans un moyen avenir et un avenir un peu plus lointain, il n'y a pas un potentiel transfert des usages pour libérer de la ressource à la faveur du développement des réseaux de chaleur urbains? Je pense qu'il y a un premier transfert au niveau de la ressource. On voit bien qu'en termes de volume consommé par le bois domestique, c'est en diminution et que la partie collective augmente, mais n'a pas remplacé ces volumes qui baissent par rapport au volume de bois domestique. En fait, on n'a pas atteint. Voilà, donc au global, le bois énergie, dans son ensemble, c'est des volumes qui sont plutôt en deçà. Et ça, on le constate vraiment dans les dernières études en plus. Donc il y a un transfert de matière, mais il n'y a pas un transfert de chauffage. C'est-à-dire qu'il y a encore plus de foyers qui sont chauffés pour le chauffage domestique. Donc il a encore toute sa place avec un renouvellement avec des appareils domestiques performants. Mais effectivement, il y a une solution complémentaire sur les territoires qui le permettent, sur le développement, et on a parlé des zones rurales, où là, il y a aussi le développement de petits réseaux de chaleur qui ont toute leur place comme solution complémentaire, avec toutes les raisons qu'a mentionné Ludovic et tous les bénéfices que peuvent avoir ces territoires par rapport au développement du bois énergie et des réseaux de chaleur. Alors, ce que je vous propose, c'est, on voit bien que le sujet réseau de chaleur, c'est pas qu'un sujet biomasse issue d'exploitation forestière, hein, ça va bien plus loin que ça. Pour les haies bocagères, par exemple, leur exploitation, il y a des expérimentations en cours sur le territoire de la métropole, justement, pour relancer cette filière-là. On compte beaucoup dessus, on espère bien que ça va pouvoir fonctionner. D'autres départements ont déjà, avec succès, réussi à avancer dans cette direction, mais il y a aussi d'autres technologies, d'autres propositions qui vont pouvoir être faites pour essayer de diversifier justement l'origine de l'énergie qu'on va pouvoir utiliser dans le réseau de chaleur. Et c'est là, effectivement, le gros intérêt de la table ronde qu'on va voir maintenant, sur la suite, après cette présentation. C'est-à-dire, voilà, quelles autres modalités de production de chaleur on va pouvoir avoir sur nos réseaux de chaleur qui vont pouvoir, sans prendre plus de place sur la biomasse disponible, produire quand même de l'énergie supplémentaire pour nos réseaux de chaleur, et à quelles conditions. Donc, et c'est un petit peu par ça qu'on va commencer justement avec vous, côté CEDEN et IDEX, sur justement le lavage des fumées et la manière dont vous pouvez justement rajouter de l'énergie dans nos réseaux de chaleur en s'appuyant sur des chaufferies qui sont déjà en place. Merci pour cette transition. Donc effectivement, hein, avec le lien avec la présentation précédente où on va parler d'efficacité de la production énergétique, hein, à partir de biomasse. Donc on va commencer juste pour se présenter rapidement. Donc IDEX, hein, qui est une société spécialisée dans le développement d'infrastructures énergétiques et la décarbonation depuis une soixantaine d'années, autour de 4 grands métiers qui sont les réseaux de chaleur et de froid urbain, les usines de traitement des déchets, d'incinération, méthanisation, les chaufferies industrielles et les systèmes énergétiques bâtimentaires.
Et donc Dominique Plumaille, cabinet Ceden. Donc le cabinet Ceden est un cabinet créé il y a une petite vingtaine d'années, qui compte une dizaine de personnes, très spécialisé dans les énergies renouvelables et la chaleur renouvelable plus spécifiquement, avec 4 centres d'intérêt, des études à caractère stratégique, en amont, très en amont de la création des réseaux de chaleur et au contact des collectivités et de leurs groupements. Des études à caractère plus préopérationnel, un accompagnement dans la réalisation soit au titre de mission de maîtrise d'œuvre, soit au titre de mission d'assistance et maîtrise d'ouvrage. Et puis un élément très important qui est transversal dans notre activité, lié à l'innovation, la recherche et au développement. C'est un peu le fruit d'un travail qu'on va vous présenter aujourd'hui avec Sébastien. Alors, ce programme, c'est un programme de recherche et développement cofinancé par l'ADEME à raison de 70%. C'est le programme RécupEFI qui a démarré en 2021 avec 5 partenaires. Alors, 3 qui cofinancent cette opération. En premier lieu, IDEX, à hauteur de... Chaque cofinanceur intervient sur sa partie à raison de 30% du coût qu'il a engagé. IDEX apportant dans cette opération qui vise avant tout à caractériser un outil de condensation et de lavage des fumées sur la chaufferie de Saint-Étienne-du-Rouvray. Cette installation a été mise en place en fin 2023, mise en service réellement en début 2024, et on l'a caractérisée début 2024, et c'est l'objet de ce travail. L'objectif est à la fois de caractériser sous l'angle de la valorisation d'énergie, sous l'angle de l'efficacité également environnementale, notamment en matière de traitement de fumée. On oublie très souvent que la condensation est un moyen, c'est un troisième étage de traitement des fumées après le multicyclone, après le filtre à manche ou l'électrofiltre. C'est vraiment un troisième étage de traitement. Et puis, excusez-moi. Voilà. Et puis, voilà, c'est le fruit de ce travail qu'on va vous présenter aujourd'hui, avec notamment les perspectives et les problématiques de fond que cela pose. Nos 2 autres partenaires sont Terrao, nous-mêmes également en matière de suivi. Et puis on s'est attaché les services de 2 centres de recherche, le Cobra et le Coria. Le Cobra sur la qualification des fumées, des condensats, des LEA qui sont liés effectivement au pré-traitement des condensats avant leur rejet en station d'épuration. Et puis le Coria a plutôt de son côté qualifié les particules et notamment les fines et les ultra fines, ce qui est très intéressant puisqu'on a peu de travaux de recherche à l'échelle européenne et mondiale sur ces questions. Voilà, donc peut-être déjà quelques généralités ou rappels théoriques sur la condensation. Donc effectivement, tu l'as rappelé là, sur les 2 fonctions principales du condenseur, donc je vais pas y revenir. La condensation de l'eau, cette eau, elle vient de 2 sources différentes. Il y a bien évidemment l'eau qui est déjà produite en fait par la réaction de combustion, de combustion de la biomasse. Et puis on a aussi l'eau qui est présente dans le combustible, et notamment à travers le PCI humide qu'on va mesurer quand le bois rentre sur la chaufferie. Pour donner voilà, quelques chiffres, la combustion d'une tonne de bois à 45 d'humidité va générer dans des conditions stoichiométriques en fait l'émission de 744 kg de vapeur d'eau. Il y en a 60% qui sont issus de l'eau qui est détenue dans le combustible, et puis 40% issus de la combustion. Donc tout l'intérêt de la condensation, bien évidemment, c'est d'aller récupérer l'énergie qui a été dépensée pour vaporiser cette eau, qui ne nous apporte pas d'énergie au niveau des échangeurs de la chaudière, mais on va essayer de récupérer cette énergie ensuite par la condensation. Donc c'est ce qu'on voit sur ce graphique en bas, où bien évidemment, plus on va pouvoir condenser et abaisser donc la température des fumées, et plus on va récupérer une part importante de cette énergie qui était présente dans la vapeur d'eau. Et donc, pour reprendre l'exemple d'une biomasse à 45% d'humidité, avec une température de fumée là, autour de 25 degrés, on vient récupérer un peu plus de 25% de l'énergie qui était dissipée. Donc, on est bien évidemment sur des quantités d'énergie qui ne sont pas négligeables, et donc c'est bien tout l'intérêt d'aller récupérer cette part, cette fraction. Donc, pour faire simple, voilà, l'efficacité de la condensation des fumées va dépendre d'un certain nombre de paramètres qu'on a rappelés ici. Alors, bien évidemment, cette énergie-là, il faut pouvoir la récupérer et la valoriser. Donc, ça nécessite d'avoir une source, en fait, un usage thermique basse température qui nous permettent à la fois donc d'abaisser cette température des fumées, et également de récupérer la part d'énergie qui en découle.
Si on a cette source d'énergie comment dire, disponible et n'est pas suffisamment froide, on va dire, pour récupérer et condenser les fumées, on va s'aider d'un groupe thermodynamique, une pompe à chaleur, un groupe froid, une thermofrigopompe, pour aller à la fois récupérer plus facilement cette source d'énergie. On va être tributaire également de la température des fumées, hein, bien évidemment. Si les fumées sortent à 140 degrés, on va déjà mettre un étage d'économiseur et puis après un condenseur pour aller chercher l'énergie latente des fumées. Ça va dépendre aussi de la teneur en eau des fumées, donc directement liée à l'humidité de la biomasse, hein, et on le voit sur le graphe précédent. Que cette teneur en eau va impacter également le point de rosée. Donc plus on est humide et plus on a un point de rosée élevé, et donc plus ça va être facile de condenser ensuite derrière. Idem pour le taux d'O2 qui est dans les fumées, donc mesuré sortie chaudière, hein, plus ce taux d'oxygène en fait va être élevé, et plus le taux d'oxygène va être faible, et plus on va avoir aussi un point de rosée élevé, donc plus on va condenser facilement également. Et puis, bien évidemment, ça dépend aussi du design du condenseur, en fait, qui va favoriser cet échange et cette récupération de l'énergie thermique. Donc voilà un peu les grands fondamentaux. Et donc, bien évidemment, pour un exploitant comme IDEX, l'enjeu, c'est de maîtriser effectivement le plus possible l'ensemble de ces paramètres. Donc, on avait regardé, hein, sur notre patrimoine, en fait, hein, on a différents types de condenseurs qui sont installés. Il y a une offre technologique, hein, qui est quand même présente sur le marché. Donc on le voit là sur quatre chaufferies, avec donc des condenseurs, hein, qui travaillent par voie humide, hein, ça veut dire soit par échange en fait, hein, entre de l'eau et les gaz de combustion. Dans la plupart des cas, on a des groupes froids qui viennent permettre cette condensation. On va récupérer au niveau du condenseur ensuite du groupe, en fait, l'énergie qui va nous servir à réchauffer les retours réseau, donc à économiser finalement une partie déjà de bois pour produire l'énergie. On a donné quelques indicateurs là sur les prix. Alors, et sur le niveau de récupération thermique qu'on a observé sur une saison sur ces différentes chaufferies. Ce qui est, bien évidemment, c'est difficile d'en tirer des conclusions. On ne peut pas préjuger là d'une performance meilleure d'une installation ou d'un type de condenseur par rapport à un autre, puisqu'on l'a vu juste avant, en fait, l'efficacité de la condensation dépend d'un grand nombre de paramètres qu'on ne va pas retrouver, bien évidemment, d'une installation à l'autre. On a des températures de retour réseau qui vont être différentes, on a des COP sur les machines qui vont être aussi un peu différents en fonction de leur utilisation, des humidités biomasse différentes. Donc, voilà, on ne peut pas en tirer des conclusions à ce stade, mais on voit quand même qu'on a une part d'énergie récupérable qui est loin d'être négligeable. Si on se focalise maintenant sur l'installation de Madrier, alors c'est un peu petit, je suis désolé, mais dans ce bloc flow diagramme, en fait, on voit tout simplement la chaudière bois, ensuite un traitement de fumée à travers un multicyclone, un filtre à manche, et puis ensuite le module, un économiseur, pardon, et puis après le module Terrao, donc le laveur condenseur. Alors qui lui a la spécificité il procède pas par une aspersion d'eau sur les fumées, mais c'est un barbotage, en fait, des fumées, pour faire simple, en fait, dans un bain d'eau. Et ça, c'est intéressant, notamment puisqu'on n'a pas d'emport, en fait, ensuite de gouttelettes dans les fumées, ce qui nous exonère, hein, d'être soumis à une rubrique réglementaire ICPE 2921. Ce qui est, voilà, aussi un paramètre relativement intéressant, avec quelques photos, voilà, de la chaudière, de son filtre à manche, et ensuite du laveur condenseur, donc en haut à droite Terrao, et en bas les groupes frigorifiques, en fait la TRAN en l'occurrence, qui permettent de refroidir les fumées et de valoriser donc au condenseur, en fait, enfin en tout cas de pouvoir préchauffer les retours du réseau au niveau du condenseur. Donc ce qu'on observe, voilà, c'est sur le graphique là qui est en haut à droite également, c'est la contribution des installations au mix énergétique du réseau. Donc on a deux chaudières de 5 MW, hein, de type Weiss. Donc on a la contribution de ces deux chaudières au mix. Ce qu'on voit après ensuite, c'est la contribution du laveur condenseur sur le taux de NR du réseau. Et puis au final, tout en haut, en fait, c'est le gaz qui nous est nécessaire en appoint
pour répondre aux besoins du réseau. Donc en fait, on a finalement un appoint gaz qui est relativement limité, on le voit notamment quand il fait vraiment très froid, mais on a une contribution relativement importante, donc ce qui veut dire que le condenseur aussi efface aussi une partie, enfin une bonne partie du gaz sur la saison. Donc ça, bien évidemment, c'est un des facteurs de rentabilité d'une installation de ce type. Dans le graphe du dessous, on voit la température des fumées. Donc avec, une fois que le laveur fonctionne, hein, on a une température de fumée ensuite qui est autour de 30-35 degrés, là où auparavant on est plutôt de l'ordre de 140 degrés, hein, donc après la mise en place de ce dispositif. Sur ce graphique, on voit là sur une période là aussi un peu plus longue, là, sur le début de l'hiver 24-25, en fait, la performance du laveur condenseur. Donc, on retrouve en fait la première zone brune, là c'est vraiment l'énergie qui est récupérée au niveau des fumées, donc côté évaporateur de la pompe à chaleur. Ensuite, en bleu, c'est la chaleur qui est récupérée sur le condenseur, donc avec la part électrique, et puis une contribution. Donc une contribution au mix énergétique en fait, qui avoisine les 25% d'énergie. Alors, selon qu'on ait un ou deux on a deux dispositifs Terao qui sont installés. Et ce qu'on voit, c'est que la performance est à peu près 25% d'énergie récupérée sur les fumées. Donc on a une très bonne contribution du dispositif au mix énergétique. Je vais maintenant laisser la parole pour la partie lavage des fumées. Oui, merci. Donc notre rôle a été surtout de mettre en place tout un dispositif pour caractériser la qualité des fumées en amont du condenseur et en aval du condenseur, avec et sans filtre à manche. L'objectif était d'évaluer véritablement la capacité du condenseur à pouvoir épurer, améliorer, traiter les fumées. Alors, il y a eu une série de résultats que je vais vous présenter. Tout d'abord, je vais me focaliser sur les particules. Le premier diapo, c'est le nombre de particules qui a été qualifié notamment à l'aide d'un matériel qui s'est intéressé uniquement aux fines et aux ultra fines, c'est-à-dire aux particules dont les diamètres sont inférieurs à 10 micromètres. Vous avez globalement sur le graphique du haut, à gauche, les particules qui sortent du filtre à manche, puisque c'est la première journée, et à droite notamment après l'épuration. Donc on a effectivement, vous voyez, l'efficacité qui est extrêmement importante. Sur le bas, c'est le même graphique, mais avec le bypass du filtre à manche, donc avec une très forte efficacité du filtre à manche. Alors, sur ce graphique, en fait, on présente non plus le nombre de particules, mais le niveau d'abattement des particules fines inférieures à 10 micromètres. Alors, à gauche, avec le filtre à manche, à droite, sans le filtre à manche. La conclusion de cet essai, c'est qu'effectivement, lorsqu'on a un filtre à manche, le condenseur, lui, doit absorber un nombre de particules relativement faible, et l'efficacité est très forte, puisqu'on arrive à abattre après le filtre à manche de l'ordre de 90 à 95% des quantités de particules, avec des niveaux d'émission qui sont remarquables, puisqu'on est très en dessous du seuil de 1 mg par normomètre cube de fumée. À droite, lorsqu'on bypasse le filtre à manche, on a à peu près 2 à 3 mg après le traitement. Donc on a une efficacité cette fois plutôt de l'ordre de 50 à 60%. Ce qui signifie effectivement que le condenseur pourrait, sur des installations assez anciennes, notamment celles qui doivent être mises aux normes au regard de la réglementation, les installations qui ont été construites avant 2014, pourrait être un moyen non seulement de récupérer de l'énergie, mais également d'atteindre les objectifs réglementaires par la mise en œuvre d'une installation de condensation. Alors, cette seconde série correspond globalement au condensat. Tout ce qu'on récupère dans la condensat, c'est ce que la condensation a permis de retirer des fumées. Donc, deux grandes conclusions. Il y a des substances qui sont solubles, notamment avec les niveaux d'abattement pour le soufre, pour le HCl, l'acide chlorhydrique, et puis pour les NOx. Il y a une efficacité qui varie de 17 à 65% globalement sur le soufre.
de 13 alors excusez-moi, je suis un petit peu loin et je ne connais pas les chiffres tout à fait par cœur, 13 à 95% sur l'acide chlorhydrique, et puis sur les NOx de 11 à 14%. Autrement dit, il y a un effet effectivement assez intéressant sur ces polluants qui sont les polluants réglementaires. Et puis il y a au-dessous effectivement un certain nombre d'éléments qui sont captés, qui ne sont pas des polluants, hein, qui sont captés grâce à la condensation. Et ce sont notamment toutes les particules non solubles à ce titre. Alors, notons que le filtre presse qui est en aval de l'installation de condensation va permettre de justement piéger l'ensemble de la pollution particulière qui est contenue dans les condensats avant leur rejet en station d'épuration. Donc, 2 points. L'effluent qui est rejeté en station d'épuration est très peu chargé, puisqu'on a une teneur en DCO, demande chimique en oxygène, qui est inférieure à 10 mg par litre. Et puis, il est particulièrement biodégradable parce que le rapport entre la DCO et la DBO, pour ceux qui connaissent un petit peu l'épuration, est de 1,5. Donc, c'est un effluent qui est principalement composé de carbone labile qui va facilement donc être traité en station d'épuration. Troisième et dernier point, c'est la captation du carbone. Le constat qu'on a fait effectivement, c'est que vous avez là sur ce graphique la captation du carbone, quelle que soit sa forme, que ce soit la forme du CO2 qui est franchement l'essentiel du carbone contenu dans les fumées, ou bien les polluants CO, CH4 ou composés organiques volatiles totaux. Hein. Donc là aussi, le niveau d'épuration grâce à la condensation est très important, puisqu'on est globalement sur le CO entre 50 et 67%, sur le CH4 entre 80 et 100%, et puis sur les composés organiques volatiles de 25 à 50%. Donc très très important. Ce qu'il faut souligner, c'est notamment l'intérêt que revêt du coup la condensation en matière de captation du carbone. Par an, l'installation de Saint-Étienne-du-Rouvray, par exemple, c'est une captation de l'ordre de 720 tonnes de CO2 par an, ce qui est quand même extrêmement important, et ça représente à peu près 60 kg par tonne de bois qui entre dans l'installation. Ça, c'est la première conclusion. Le deuxième élément, c'est que le carbone qui est piégé, lui, il est stocké en décharge, notamment au travers du gâteau du filtre à presse. Hein. Le filtre à presse va capter donc les particules. Ça va être un stockage en décharge, donc on sort effectivement de l'atmosphère. C'est donc stocké plutôt en décharge. Et puis il y a tout ce qui va aller vers la station d'épuration, donc notamment le carbone labile que j'évoquais tout à l'heure, qui va être biodégradé en station d'épuration, qui va conduire à la production de boues d'épuration. Ces boues d'épuration vont présenter un intérêt pour l'agriculture, puisqu'on va produire de la biomasse qui va être stockée dans le sol et qui va fournir également des engrais contenir des éléments fertilisants qui vont se substituer aux engrais du commerce qui sont eux-mêmes énergivores. Donc un premier niveau également d'économie d'énergie. Mais elles peuvent être aussi méthanisées dans certains cas de figure ou bien incinérées. Dans tous ces cas-là, on a aussi une valorisation énergétique complémentaire. Autrement dit, on a bien du CO2 qui n'est pas rejeté dans l'atmosphère directement. Il y a bien une valorisation énergétique ou agronomique du produit. En ce qui concerne le carbone, notamment les travaux qui ont été faits par le COBRA sont assez intéressants parce qu'on n'est pas sur une caractérisation quantitative, mais qualitative des molécules de carbone. Vous avez à gauche, globalement, ce qui est contenu dans les fumées après le filtre à manche, et à droite, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce qu'on est pressé un peu par le temps, ce qui est à droite, c'est après la condensation. Ce qui se passe globalement, c'est que le temps de séjour des molécules dans le TRAO, c'est à peu près 50 à 80 minutes en fonction de la production de condensat. Et pendant ces 50 à 80 minutes se déroule un certain nombre de réactions chimiques qui conduisent globalement à modifier le type de molécules avant le rejet en station d'épuration. Et puis qui permettent également de capter, bien sûr, toutes ces molécules qui sont captées par le TRAO. Et on voit bien effectivement que ces réactions chimiques, le fait de piéger, aboutit également à, vous voyez, une réduction du contenu en molécules carbonées des fumées qui sortent du TRAO. Et c'est notre conclusion. Super. C'est ça. C'est ce que je vais vous proposer. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on peut souligner effectivement? Quels sont les éléments? Dans quelles conditions peut-on valoriser, mettre en place un TRAO? Donc, ou une installation de condensation éventuellement avec d'autres technologies. D'abord, c'est l'amélioration du rendement de la chaudière. Vous disiez tout à l'heure, pour éviter effectivement de consommer plus de bois, on peut effectivement
avec la même quantité d'énergie, réduire notre consommation de bois grâce à l'installation de condensation. Deux usages possibles sur un nouveau projet. Donc on va bien entendu réduire notre pression sur la ressource à mobiliser localement. Ça va permettre évidemment de réduire les flux de bois consommés de l'ordre de 15 à 20%, peut-être un peu jusqu'à 25%, comme l'évoquait tout à l'heure Sébastien. Et c'est une optimisation financière, notamment si on arrive à capter des C2E au titre des C2E, ou bien si, notamment, vous le savez, hein, le nouveau fonds chaleur en 2025 maintient le niveau d'aide à 15 € par mégawattheure sur 20 ans, dès l'instant en fait, où on met en place des installations à forte efficacité, et le condenseur figure parmi ces installations du point de vue de l'ADEME. Sur les chaufferies existantes, je l'évoquais tout à l'heure, c'est un moyen d'améliorer le taux NR. Hein. Parfois, on peut évidemment envisager un développement également d'un réseau de chaleur, et à quantité de bois identique consommée, on peut avoir 25 ou 30% de développement en maintenant le taux NR. Mais ça peut permettre également de décaler des investissements en matière de traitement de fumée, puis, comme je l'évoquais tout à l'heure. Voilà, donc je vais passer à la diapo suivante. Deux points quand même importants, deux problématiques qui sont deux problématiques environnementales fortes. C'est que la condensation en fait va contribuer à produire de l'oxygène. 10 à 11% d'oxygène vont être produits à l'occasion des réactions chimiques que j'évoquais tout à l'heure. Et puis il va capter simultanément 20 à 24% du CO2 contenu. Qu'est-ce qui se passe mécaniquement ? Bien, c'est que les fumées la composition des fumées va changer. Et le taux d'oxygène dans les fumées va grimper. Donc ça pose un problème du point de vue réglementaire, puisque, comme vous le savez, les polluants contenus dans les fumées sont corrigés du taux d'oxygène des fumées. Et si vous avez plus d'oxygène, bien entendu, ça va se traduire mécaniquement par, globalement, d'après les calculs qu'on a effectués sur l'installation de Saint-Étienne-du-Rouvray, une augmentation de 12 à 13% des teneurs en polluants, NOx, CO, soufre, particules. Donc, et ce n'est pas ce qui se passe en réalité, puisque comme on vous l'a démontré, on a là plutôt en fait une réduction de cette pollution. Donc c'est tout simplement un système réglementaire qui n'est pas adapté à la condensation. Donc deux propositions qui sont faites. Peut-être qu'on en rediscute avec la FEDEN, notamment pour agir auprès de la DGEC sur ce point-là. Corriger les teneurs sur la base non pas du taux d'O2 dans les fumées après condensation, mais avant condensation, ou bien raisonner plutôt en flux horaire, comme on le fait sur l'installation de plus de 20 MW. Hein, les installations soumises à enregistrement ou à autorisation. Deuxième point très important, la condensation, elle permet de capter 20 à 24% du CO2. Donc elle contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre à ce titre-là. Donc elle devrait, en toute rigueur, bénéficier d'un soutien financier spécifique. Il n'y en a pas aujourd'hui. On n'a pas de C2E sur ces sujets-là, on n'a pas de soutien. Pourtant, sur l'installation de Saint-Étienne-du-Rouvray, on aurait potentiellement 14 500 tonnes, 400 tonnes de gaz à effet de serre évitées sur 20 ans. Et si on valorisait ces 14 400 tonnes à raison de 80 € par tonne de CO2, qui est globalement le cours actuel du CO2 sur le marché, ben ça représente 1 150 000 €. Et c'est 45%, 44% pour être exact, du montant de l'investissement consenti par IDEX sur l'installation de Saint-Étienne-du-Rouvray. Donc, ce qu'on appelle de nos voeux aujourd'hui, et l'aide n'existe pas, c'est qu'il y ait vraiment en fait une aide spécifique qui soit accordée soit par l'ADEME au titre du fonds chaleur, soit au titre d'une fiche C2E qui n'existe pas sur les installations de condensation de chaufferie biomasse, pour qu'on puisse apporter ce niveau d'aide correspondant globalement au CO2 évité, ou bien qu'on attribue des quotas CO2, alors équivalent effectivement à ce qu'on a évité dans les installations qui sont soumises aux quotas, hein, ou bien sur celles qui ont une puissance inférieure à 20 MW, eh bien qu'on les attribue de cette façon. En tout cas, message bien reçu. On voit bien que ça complète le panel des solutions qu'on a sur nos réseaux de chaleur pour produire de l'énergie avec un abattement à bien affirmer avec les autorités qui vont instruire nos chaufferies justement de la manière dont vont être prises effectivement la prise en compte de ces polluants résiduels. Donc un intérêt en termes de quantité d'énergie renouvelable produite, d'abaissement de la pression sur la biomasse utilisée dans nos réseaux de chaleur, et puis un impact qualité de l'air qu'il faut travailler un petit peu et qu'il faut regarder avec les autorités qui vont instruire ces dossiers-là. Aujourd'hui, effectivement, ce n'est pas tout à fait dans la façon de faire, mais on a bien entendu le message et je pense que ce sera intéressant de le relayer ensemble. Mais merci pour cette présentation. Enfin, ça fait partie effectivement des pistes qui sont déjà à l'œuvre, qui sont déjà expérimentées. Je pense que ça fait partie des sujets effectivement qui vont pouvoir, dans les années à venir, prendre une place de plus en plus importante dans nos chaufferies biomasse. Donc,
Voilà, systématique, pourquoi pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais qu'on est un petit peu en retard, je vais prendre juste une ou deux questions s'il y en a dans la salle. Oui, bonjour. Est-ce qu'on peut se passer à terme, selon vous, du filtre à manche, vu qu'on a un double effet récupération d'énergie et filtration? Oui, c'est un des objectifs quand même qui est recherché. On l'a vu en fait à travers les mesures, en fait, un ensemble des abattements qu'on avait sur les différentes catégories de polluants. Dès l'instant où on a un bon multicyclone en amont, on récupère une charge polluante qui est importante. Alors bien évidemment, on est quand même tributaire des VLE et de la sévérité en fait aussi des VLE locales. Mais en tout cas, oui, c'est quand même l'objectif. Voilà, je voudrais insister quand même, parce qu'on l'a peut-être pas assez dit, mais c'est vrai que la performance de ce système de condensation, hein, on l'a dit, dépend beaucoup de la maîtrise de la régulation en fait, hein, de la chaudière, hein, notamment sur sa partie combustion en amont et sur la partie des boucles d'eau à l'aval. Donc c'est aussi un petit clin d'œil aussi à l'exploitant qui est dans la salle, au responsable du site, hein, qui est dans la salle, Jimmy là qui est avec nous, parce que c'est bien la clé et toute l'excellence opérationnelle dont on a besoin en fait pour obtenir ces résultats. Si tu veux ajouter ou... Je dirais que c'est surtout sur les grosses installations de plus de 20 MW, un élément complémentaire est peut-être indispensable. C'est-à-dire qu'on est sur des seuils d'émissions qui sont plus bas sur ces installations. Et moi, j'ai l'impression que la condensation peut être un étage complémentaire de traitement des fumées et doit être véritablement perçu comme un étage complémentaire, ce qui permet éventuellement de juste dimensionner, peut-être de légèrement sous-dimensionner les filtres à manche qui très souvent en fait, sont surdimensionnés sur les installations. J'ai une petite question complémentaire peut-être. En ces périodes humides, est-ce que le fait de livrer du combustible à 50 ou 55% d'humidité permet d'améliorer sensiblement les rendements des condenseurs? Je pense que tu connais la réponse, Mathieu, que tu auras dû te présenter. Mathieu Fleury, président du CIB. Évidemment, plus le bois est humide et plus on améliore. Enfin, surtout, le gros avantage, c'est qu'on monte la température de condensation et on flirte avec les 65% avec un bois à 55% d'humidité. Il faut en revanche que la technologie soit adaptée pour brûler du bois humide. Je propose qu'on arrête les questions. Et je pense que le sujet est très intéressant. S'il y a des questions par la suite, n'hésitez pas, soit à la fin de cette table ronde ou en aparté, à aller voir nos collègues d'IDEX pour approfondir un peu cette question-là. Je vous propose qu'on passe un peu à un sujet suivant qui est encore un petit peu différent sur les sources d'énergie et de chaleur qu'on est capable d'exploiter sur des réseaux de chaleur, notamment avec le biochar. Et la société Novocarbo, avec Madame Delozon qui est ici, qui va pouvoir nous présenter un petit peu un process un peu différent de production de chaleur, mais qui s'appuie sur vraiment quelque chose de différent de ce que l'on a vu jusqu'à maintenant, qui s'éloigne un peu de la biomasse telle qu'on l'a imaginée en combustion classique, qui s'éloigne un petit peu des éléments qu'on rajoute sur une chaufferie pour effectivement améliorer le rendement. Je vais vous laisser la parole et parler un peu de Novocarbo. Merci beaucoup. Merci. C'est bon. Ça fonctionne. Bonjour à tous. Marie Delozon. Donc, je suis Managing Director et CEO de Novocarbo, qui est une société basée à Hambourg. Et je viens effectivement. Alors, il n'y aura pas de graphe, très peu de chiffres dans cette présentation. Ça va vous faire une petite pause. Mais je viens vous présenter un peu une perspective un petit peu différente. Notre point de départ. Ça reste malgré tout que la production de chaleur est un enjeu de décarbonation qui est très important puisque à l'échelle mondiale, ça représente 50% de l'utilisation d'énergie finale et représente 40% des émissions globales de CO2. Alors, ce que nous a montré Mohamed tout à l'heure était plus encourageant sur la France quant à l'utilisation de sources renouvelables. Mais on voit qu'en Europe, on est un peu à la traîne. Et pourtant, on est très en avance déjà sur le reste du monde, parce qu'en Europe, on est à 34% de part de renouvelables, alors que dans le monde, on peut compter qu'on est à peu près à 22%, ce que je regardais encore hier. Donc l'approche de Novocarbo sur cette partie production de chaleur, c'est
comme vous le disiez, d'avoir des sites donc, que nous développons, nous construisons pour notre propre compte et qu'ensuite nous exploitons afin de produire à la fois de la chaleur renouvelable et du biochar, et donc ainsi de stocker du CO2. Rapidement sur Novo Carbo, donc la société a été créée par Caspar von Signer il y a un peu plus de 8 ans, ce qui finalement en fait un pionnier dans le monde du biochar. Aujourd'hui, on est une équipe d'un peu plus de 35 personnes, dont vous voyez certaines personnes là, aussi compétentes que sympathiques. Et les sites que nous exploitons aujourd'hui sont essentiellement en Allemagne, qui sont nos premiers sites d'exploitation. Et en revanche, notre biochar sert des clients qui sont à peu près répartis dans toute l'Europe. Et on se parlera un petit peu plus tard aussi de crédit carbone. Et là, évidemment, le marché dont on parle est un marché mondial. Donc, que fait Novo Carbo ? Nos centrales de production, elles utilisent des déchets organiques que nous introduisons dans un réacteur que vous voyez là en photo. Et nous réalisons une pyrolyse. Une pyrolyse, c'est-à-dire que nous portons cette biomasse à très haute température, environ 500-700 degrés. Et le résultat de cette association de haute température et d'absence d'oxygène, parce que ça c'est un point important pour la pyrolyse, c'est une réaction qui est exothermique. C'est pour ça qu'on va se parler de chaleur. C'est une réaction qui mène à transformer la biomasse en une forme de charbon, en fait en biochar, qui est donc un moyen de stocker le CO2 de la plante. Et donc, lié à cette production de biochar, on a également des crédits carbone associés qui représentent la captation globale du CO2. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au biochar, et on reviendra à la chaleur après? Le biochar a des propriétés qui sont particulièrement intéressantes. D'une part, il a une très forte concentration en carbone, puisqu'aujourd'hui, on se parle de niveau de concentration de 85-90%. Et il a surtout un caractère de porosité qui le rend particulièrement intéressant comme matériau. Cette porosité, elle est de environ 500 m² par gramme de biochar. Pour vous donner un petit exemple, un terrain de basket, c'est 420 m². Donc, sur 1 gramme de biochar, vous avez plus de surface que sur un terrain de basket. Et donc, grâce à cette porosité, le matériau a pas mal de propriétés, notamment celle de retenir l'eau. Il peut servir aussi d'agent de filtration. Il favorise le développement d'activités microbiennes. Et donc, évidemment, comme c'est un élément très fortement carboné, c'est également un produit qui est extrêmement léger. Et donc, globalement, c'est une façon de stocker du carbone de manière très dense et qui peut être alors utilisée dans différentes applications. Celles qui sont les plus répandues aujourd'hui et parce qu'elles sont on va dire les applications historiques, ce sont des applications liées au sol. Comme je le disais tout à l'heure, la porosité du matériau lui permet d'absorber beaucoup d'eau, en moyenne 2 à 3 fois son propre poids. Il évite aussi le lessivage des nitrates. Je parlais déjà de la diversité microbienne. Il sert de filtre également. Donc en fait, il est très utilisé dans des applications du type horticulture, fabrication de substrats. Évidemment, ça permet de limiter, on parlait de fertilisants tout à l'heure, d'engrais. Ça permet de limiter les quantités d'engrais qui sont à utiliser dans la terre. Et donc, en fait, ces usages-là sont probablement les plus développés aujourd'hui. Cependant, on a parlé d'autres propriétés liées au carbone qui en font en fait aussi un élément particulièrement intéressant pour un certain nombre de matériaux industriels.
Donc on se parle là de légèreté, on se parle de résistance, parce qu'il y a des aspects de résistance mécanique, de conductivité aussi électrique. Et donc on travaille avec un certain nombre de clients dans différents secteurs d'application industrielle, du type asphalte, béton, ciment, graphite, aciérie. Parce que en fait, le biochar peut être utilisé soit en remplacement d'une autre forme de charbon ou de coke pour l'acier, ou alors en complément afin d'ajouter des propriétés mécaniques aux différents matériaux. On pourra rentrer dans les détails, mais en fait, chacun d'eux nécessiterait une présentation à eux tout seul. Pour revenir en fait à la production de chaleur, ce qui est un peu ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, en fait on est en mesure, grâce à notre process, de garantir une chaleur qui est 100% neutre. Pourquoi ? D'une part parce qu'on utilise des déchets, donc déchets organiques, et donc on évite l'émission de CO2 qui sont dans ces déchets. Au passage, ces déchets sont sourcés dans une zone proche, au maximum 50 à 100 km autour de la zone de production. Mais surtout, le process global permet de stocker beaucoup plus de carbone qu'il n'en émet. Et donc, au final, on est sur un process neutre, pas neutre, négatif, en carbone au global. Et le carbone qui peut être émis, en fait, est alloué, en termes de comptabilité carbone, est alloué à la partie biochar. Ce qui permet, en fait, à notre acheteur de chaleur, qui en général est soit un réseau de chaleur municipal, soit un client industriel qui souhaite soit de la chaleur, soit de la vapeur, qui lui permet en fait d'avoir une énergie qui est 100% neutre. Juste un petit élément, beaucoup de gens parlent de neutralité carbone. En fait, je vous ai parlé un petit peu de crédit carbone tout à l'heure. Effectivement, quand on produit du biochar, on réalise aussi une comptabilité carbone qui ensuite est auditée et certifiée par des tiers. Et c'est ce qui nous permet, sur la base de ce calcul sur l'intégralité du process, nous permet de calculer quels pourraient être les crédits carbone associés, sachant que le crédit carbone dépend bien évidemment aussi de l'usage final du biochar. C'est-à-dire que si vous avez un usage de biochar qui est simplement un usage d'évitement, au sens où le biochar a vocation à être consommé, brûlé, là évidemment vous n'avez à peu près quasiment aucun crédit carbone. En revanche, si vous êtes dans un cas de stockage très durable, là vous avez effectivement un crédit carbone qui est généré en même temps que l'usage de ce biochar. Quelques éléments, alors plus sur la partie production d'énergie. Les centrales que nous mettons en œuvre aujourd'hui, on va dire que chaque centrale gagne en taille parce qu'on développe notre expérience, notre capacité à faire des infrastructures de plus grande envergure. En termes de livraison d'eau chaude, donc on est capable de livrer environ 140 degrés, mais évidemment ça peut être beaucoup plus bas. Aussi en termes de vapeur autour de 200 degrés et avec une pression autour de 15 bars. Pour vous donner aussi un ordre de grandeur de la mise en œuvre de ce type de projet, ce sont des projets qui nécessitent quand même au global un peu plus de 2 ans aujourd'hui de mise en œuvre, parce qu'on a d'abord une première partie d'identification de sites, parce que notre enjeu, l'intérêt de notre approche, c'est justement de combiner la production de chaleur et la fabrication de biochar. Donc évidemment, notre première recherche, c'est celle d'identifier un site où il y aura un besoin de chaleur et un terrain disponible à proximité. Ensuite, on développe le projet, c'est-à-dire on design
la centrale en termes de taille, en termes de technologie, parce qu'on se parle de biochar, mais en réalité, le biochar n'est pas une matière qui est standard. Évidemment, comme on parle d'un intrant qui est vivant, le biochar, selon ce que vous voulez en faire, il va aussi nécessiter à la fois des intrants différents, mais aussi des process de fabrication différents. Donc en fait, on développe notre projet, on fait notre choix technologique, et puis après, il y a toute une phase d'obtention, de dépôt de dossier, de demande d'autorisation avant de pouvoir démarrer la construction. Donc au final, on est sur un cycle d'un petit peu plus de 2 ans aujourd'hui. Et donc au global, ce qu'on voulait vous montrer effectivement aujourd'hui, c'est cette approche un peu différente de la production de chaleur, puisqu'en fait, la production de biochar nous permet à la fois de générer une chaleur verte, mais aussi, et donc de répondre à un besoin de nos clients municipaux, mais aussi de produire un matériau, le biochar, qui peut avoir des usages extrêmement divers et sur lequel on n'en est réellement qu'au début des connaissances et des tests d'application. Voilà. Donc je vous remercie. Simplement, si vous avez envie de rencontrer le reste de l'équipe, on est quelques-uns sur le salon. N'hésitez pas à venir nous rendre visite et puis je suis ravie de répondre à quelques questions si vous en avez. Merci beaucoup. Alors, effectivement, un process encore différent de ce que l'on a sur nos réseaux de chaleur habituels. On voit bien qu'il y a des nouveaux éléments, des nouveaux moyens de production de chaleur, mais qui vont plus loin aussi, qui rejoignent aussi d'autres intérêts agricoles, si ça peut être un intrant agricole, à condition que effectivement les ressources d'entrée permettent de faire après un biochar qui peut s'utiliser en agriculture, mais aussi découvrir qu'effectivement ça puisse servir pour la fabrication de routes ou d'autres agrégats. C'est très intéressant pour une métropole. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle justement pour creuser un peu cette question-là? C'est moins technique chaleur, mais néanmoins ça pose la question, est-ce que ce type d'équipement peut se retrouver dans des zones très urbaines? Est-ce que des réseaux de chaleur très urbains peuvent se voir équipés d'un équipement comme celui-ci en termes de risques, de polluants éventuellement émis? Voilà. Est-ce que c'est compatible avec des sites très urbains? Oui, oui, tout à fait. En fait, même nos clients, justement, aujourd'hui, sont des municipalités. Et donc, en fait, on est en général situé dans des zones d'activité juste en marge des villes. Parce qu'on est une... Vous me posiez la question tout à l'heure des éléments, des rejets qu'il peut y avoir. En fait, ce sont des rejets assez, je dirais, classiques, avec un peu de CO2, de l'eau et du nitrogène. Et puis très très peu, un niveau très très bas de particules. Donc on peut tout à fait être installé en proximité des villes. Je vous avez une question aussi. J'avais une question. Vous avez parlé de la capacité de récupération d'énergie de l'unité. Vous n'avez pas parlé de la capacité de production de biochar. Donc je voulais savoir quelle était la capacité de production. Et si vous aviez aussi un type de biochar en termes de carbone fixe, en termes de PCI en fait, qui était la cible pour ce réacteur. Voilà comment c'était conçu. Alors, je vais vous dire, ça dépend, parce que en fait, la quantité de carbone dont on parlait tout à l'heure, c'est autour de 90%. La taille des sites de production, le premier site que nous avons construit nous-mêmes, parce que nous avons commencé pour apprendre à en exploiter d'autres avant. Le premier produisait un peu plus de 1500 tonnes par an. Celui que nous sommes en train de construire produira le double. Et puis l'idée, c'est effectivement de construire des sites de plus en plus importants, puisque notre objectif, c'est de produire des volumes. En fait, les demandes du marché sur le biochar sont très significatives. Et après, en termes de technologie,
Nous, en fait, nous sommes vraiment des industriels. Donc, on a des industriels de production de biochar. Donc, on n'a pas du tout, on est totalement agnostique en termes de technologie. Donc, d'ailleurs, quand nous sommes présents sur ce type de salon, c'est aussi pour continuer à développer nos compétences sur la partie technologique. Et comme je le disais, en fait, le choix technologique va vraiment dépendre du produit qu'on cherche à produire. Évidemment, le mix aussi, parce que nous, on cherche à favoriser la quantité de biochar produite. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment produire du biochar, plus que de l'énergie, j'allais dire, de manière générale. Mais donc, ce mix entre énergie, chaleur et production de chaleur et production de biochar, pour nous, est très intéressant, et c'est quelque chose qu'on surveille de près dans le choix de nos technologies. Et après, le process, c'est un process assez complexe, dans la mesure où les intrants peuvent beaucoup varier. Aujourd'hui, vous n'avez pas posé la question, mais aujourd'hui, on fonctionne beaucoup avec des déchets de bois. Évidemment, notre intérêt, c'est de diminuer au maximum le coût de nos intrants. Donc, on va chercher à travailler sur d'autres matériaux en termes d'intrants, voire même des vrais, j'allais dire, déchets pour lesquels on pourrait être payé pour traiter ces déchets-là. Mais c'est tout un travail de recherche que nous menons aujourd'hui pour justement essayer d'identifier, de travailler sur ce mix en termes d'intrants qui nous permet après aussi de garantir un produit en sortie qui est aussi de qualité constante. Parce que ça aussi, c'est un élément important pour nous. Et donc, quand on discutait en amont de ce panel de déchets, par exemple, déchets municipaux, il y a des vrais sujets liés à l'humidité du produit, évidemment, et pour nous aussi à l'homogénéité. Parce que nous, quand on a un client qui nous achète aussi bien pour des applications liées au sol que sur des applications industrielles, en fait, il attend de nous que nous ayons la capacité de lui garantir un volume de production et aussi un niveau de qualité. Donc un niveau de qualité constant, au sens qualité, pas simplement, je dirais, de caractéristiques de biochar en sortie. Peut-être une dernière question courte. Oui. Donc, ce qui vous intéresse principalement, c'est le biochar dans votre technologie. Oui. J'ai une question et demie. Est-ce que lorsque vous montez une installation, vous êtes en capacité de, notamment sur un réseau de chaleur, par exemple, puisque vous disiez que vous pouviez équiper un réseau de chaleur, vous pouvez vous charger en fait de l'écoulement du biochar? Première question. La seconde, en fait, c'est est-ce que vous avez fait une étude de marché du potentiel de développement en France et en Europe de ces installations de biochar? Quel est le marché globalement en tonnes par an de valorisation de biochar? Alors oui, bien sûr qu'on écoule le biochar, parce qu'en fait, nous, on se voit, nous sommes une combinaison d'opérateurs d'infrastructures, au sens production de chaleur, mais aussi d'industriels. En fait, nous avons vraiment deux clients qui sont le client d'acheteur d'énergie et nos clients d'acheteurs de biochar. Donc oui, en fait, on vend. Notre métier, c'est aussi de vendre du biochar. Donc on a, c'est ce dont je parlais là tout à l'heure, c'est-à-dire à date beaucoup de clients historiques dans le domaine des applications liées au sol, donc dans l'horticulture, dans le landscaping. On a des clients qui produisent des substrats, qui utilisent en fait notre biochar dans une production globale de substrats, de manière à, par exemple, planter des arbres en pleine ville avec simplement une quantité limitée de substrats, exactement. Donc en fait, il leur faut des choses très chargées. Et donc le biochar, en ça, avec sa porosité, justement, permet de faire des mix qui sont extrêmement intéressants pour eux. Et nos nouveaux clients, avec des nouveaux usages qui, là, sont plus en phase de test, il faut le reconnaître. Je pense qu'en fait, le marché, il est vraiment beaucoup à venir, parce que avant de décider
des fabricants de béton de remplacer un pourcentage donné de sable par du biochar, par exemple. En fait, il y a des tests infinis à faire en termes de résistance, etc. Donc, en fait, tout cela prend du temps. Et pour vous donner un chiffre exact, aujourd'hui, non, j'ai pas de chiffre de potentiel. Je dirais que la demande est largement supérieure à notre capacité de la servir. Donc, on n'a pas d'enjeu de ce côté-là. Au contraire, j'allais dire, nos clients industriels, quand ils viennent nous voir, un des paramètres qui peut être un paramètre de frein, c'est qu'ils nous disent « Bon, très bien, mais si nous changeons notre process pour ça, est-ce que vous serez en mesure de nous livrer X milliers de tonnes par an pour simplement un de nos sites de production, X milliers de tonnes avec un niveau de qualité complètement fixe, quoi. » Donc, dans la mesure où on sera capable de livrer des grandes quantités, en fait, de nouveaux marchés se débloqueront. Merci beaucoup pour ces réponses. Alors, je pense que ça fait un lien très très intéressant entre la stratégie à venir sur les réseaux de chaleur, la pression sur la ressource forestière pour laquelle il va falloir qu'on trouve des solutions pour sortir du tout biomasse sur nos réseaux de chaleur le plus possible. Donc on voit bien qu'il y a plusieurs solutions, plusieurs briques qui vont permettre un petit peu de continuer à nous projeter sur les futurs réseaux de chaleur avec les fortes accélérations qui sont demandées par les collectivités comme celle de notre métropole, comme la nôtre, mais d'autres. Donc c'est des sujets effectivement qu'il va falloir explorer, il va falloir regarder de quelle manière on peut les faire atterrir sur nos territoires sans entrer en compétition avec de la biomasse qui est déjà exploitée sur de la chaufferie, en laissant la place à d'autres technologies. Et ça ouvre la porte maintenant à la présentation suivante. Mais alors, je ne suis pas sûr d'avoir vu M. Jérôme Berel, qui est là. Voilà, donc, merci. Et justement, c'est un peu la suite. C'est justement comment on continue de travailler sur d'autres intrants pour nos réseaux de chaleur qui ne soient pas ce que l'on imagine jusqu'à aujourd'hui. C'est en gros, nos réseaux de chaleur, ils ont évolué depuis quelques années. On est parti du fuel dans les années 70, gaz dans les années 80, biomasse. Et maintenant, vraiment, on est en train de chercher toutes les autres ressources pour alimenter nos réseaux de chaleur, pour continuer à les développer sans exagérer la pression sur la ressource de biomasse. Et c'est là, effectivement, qu'on a d'autres sujets intéressants à creuser avec le vôtre. C'est justement comment on récupère certains bois de récupération, justement, pour les utiliser dans nos réseaux de chaleur. C'est ça, voilà. Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter quelque chose. Alors, c'est peut-être pas forcément moi qui aurais dû être ici, puisque c'est un projet qui a été réalisé par Engie. On a fourni la chaudière. Et je vais vous faire une petite histoire en fait de ce qui s'est passé sur la ville de Reims. Donc, grosso modo, l'idée était d'augmenter la capacité d'ENR sur le réseau de Reims, sans faire appel à la ressource biomasse classique, donc le bois naturel. Alors, très rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, hein, on brûle à peu près tout ce qui pousse et qu'on ne mange pas. On rajoute le CSR dedans. On fait des centrales qui font de 5 à 100 mégawatts, mais on est surtout connu chez Ving pour faire des combustibles un peu capricieux. Hein. Donc, vous avez un éventail, on fait beaucoup d'agro-biomasse. Et c'est pour cette raison qu'est venu nous chercher Engie. Alors, c'est assez récent en France, le bois de récupération, le bois de démolition. Donc, typiquement, le réseau de chaleur de Reims, donc la Socram, qui est une société qui appartient à Engie, a commencé de manière tout à fait classique. Hein, donc dans les années 70, ils ont démarré au fioul lourd. Ils ont rajouté une tranche charbon dans les années 85 sous l'impulsion de Prémauroy. Hein, on a eu un gros développement à ce moment-là. On a intégré là on va aller chercher de la récupération de chaleur. Donc il y a une usine d'incinération, on va récupérer la chaleur pour entre 10 et 15 mégawatts thermiques. En moyenne, je crois qu'ils sont à 12 sur l'année. 2003, on va rajouter une tranche gaz. 2012, on va rajouter une tranche bois. Donc là, 2 chaudières de 5 mégawatts thermiques en bois naturel ont été installées sur le réseau. En 2015, on va abandonner le fioul lourd, on va transformer la chaudière historique pour qu'elle puisse brûler du gaz et du fioul domestique. Et en 2020, la Socram décide d'arrêter complètement le charbon. Donc là, il va y avoir un trou de production et le gaz, donc la chaudière fioul qui a été convertie au gaz, va prendre un gros relais. Et en 2023, on va aller monter une chaudière boissée. Alors j'aime bien, j'en vois 2-3 qui tiquent. Pourquoi est-ce que je parle de boissé? On a un petit souci en France qu'on n'a pas ailleurs. On parle de bois B, de bois C. Donc moi je parle bien du bois quand je parle de bois C. Je prends bien la définition qui est faite par l'ADEME. On parle bien du bois de récupération, du bois de démolition.
dont les composants ne rentrent pas dans la définition de la 2910B. Hein. Donc certains confondent le bois C de l'appellation ADEME avec le bois créosoté. Donc l'ADEME a décidé que ça s'appelait du D. Donc on parle bien de bois C. Donc c'est un bois non dangereux, il n'est pas créosoté, il n'y a pas de trucs dangereux dedans. Ça reste du bois de démolition, donc de déconstruction, de l'écomobilier et tout ce qui va tourner là autour. Alors, 2 chiffres rapidement. Voilà. Donc en 2012, donc si vous vous rappelez, c'est au moment où on vient mettre la chaudière bois A, on a un taux de couverture du réseau de chaleur qui est de l'ordre de 60 à 65% en énergie renouvelable et de récupération. Et quand on va venir installer la chaudière bois C, on va passer à 90% de taux de NR. Un petit chiffre qui est intéressant à regarder, c'est la couverture de bois A, et c'était l'objectif, le deuxième objectif de ce projet. C'était en fait de réduire la nécessité ou l'appel au bois A, sur lequel il peut y avoir certaines tensions, principalement dans certains moments de l'année. Donc on va réduire, quand je dis on, je parle bien à ce moment-là de la Socram, va réduire sa dépendance au bois A en utilisant du bois C, qui est un bois qui, pour grosse partie, partait à l'étranger. Donc c'était des coûts de transport, c'était des émissions de CO2 inutiles, et puis c'était une ressource locale qu'on n'utilisait pas sur place. Alors comment ça fonctionne? C'est assez simple, hein. Ils ont dû tout simplement changer la manière dont ils produisaient la chaleur. Donc l'UVED, elle alterne toute l'année, hein. C'est un incinérateur, donc ça tourne de manière stable et ça produit sa chaleur en permanence. La chaudière bois C vient derrière, et vous verrez pourquoi. Bon, elle est en priorité en haute saison de chauffe, donc c'est une chaudière qui va tourner 8 à 9 mois l'année, donc contrairement à une chaudière bois A qui en général tourne toute l'année. Hein, donc la chaudière bois, elle va venir se mettre en intersaison ou en appoint sur la saison de chauffe. Et puis ensuite, on fait le complément gaz en pointe, donc pour les 10% qui restent. Alors, pourquoi est-ce que on ne fait pas tout que du bois C? Il faut savoir que ce sont des projets qui ont une temporalité, hein, et des coûts d'instruction qui sont longs. Donc on n'est pas en déclaration, on est en autorisation. Il faut compter en moyenne 2 ans pour obtenir une autorisation d'exploiter ce genre d'équipement. Donc ce n'est pas un projet qu'on monte rapidement. Une chaudière bois naturel est beaucoup plus rapide à mettre en place. Il faut savoir qu'on est soumis au BREF, donc on est soumis au niveau d'incinération, au niveau d'émissions d'incinération, hein, donc les MTD, donc meilleures techniques disponibles et niveaux d'émissions associés. Donc c'est des chaudières qui sont contrôlées H24, 7 sur 7, qui sont directement connectées à l'ADREAL. Donc dès qu'il y a un dépassement ou quelque chose qui ne marche pas, l'ADREAL est prévenu et l'exploitant doit directement réagir. Hein, donc on va se retrouver avec des systèmes qui sont beaucoup plus complexes, hein, donc en termes principalement du traitement de fumée, mais pas que. Donc voilà, je vous ai listé, l'idée c'est que vous ayez un support et que vous puissiez éventuellement me recontacter par après si vous avez des intérêts là-dessus. Mais voilà, on a des économiseurs qui sont régulés, donc c'est des grosses machines qu'on peut bypasser. On va avoir des injections d'additifs comme on va retrouver dans les installations où on brûle des déchets non dangereux. Des filtres à manches sans bypass, donc on va avoir des allumages au gaz, des extinctions au gaz, donc c'est des machines qu'on essaye de démarrer et d'arrêter le moins souvent possible parce que ça coûte de l'argent. Et ça produit du CO2 non biogénique. Donc typiquement, on va démarrer cette chaudière-là dès qu'on peut la démarrer et qu'elle est à son minimum technique, et j'y viens. Et on va la laisser tourner jusqu'à ce que la demande sur le réseau soit si basse qu'on ne puisse plus la faire fonctionner de manière continue à son minimum technique. Puis ensuite, on rajoute une correction des NOx, on va rajouter un économiseur finisseur. Donc on a déjà un gros économiseur en amont, on en rajoute un deuxième derrière, donc c'est des capex qui sont plus élevés. Et comme je l'ai dit, voilà, en plus des contrôles périodiques, on a une mesure en continu des émissions. Il faut savoir que les cendres qui sont générées de cet équipement ne sont pas des cendres de bois naturel, donc on ne peut pas les envoyer en épandage. Donc il y a, mon confrère ici à côté vous en donnera plein d'infos si vous voulez. Voilà, donc c'est des installations qui sont plus complexes à faire fonctionner, et je viens tout de suite aux limites techniques et les raisons pour lesquelles le développement s'est fait de cette manière-là, et c'est un développement qui peut se faire sur d'autres réseaux. Donc on peut utiliser du bois de récupération, du bois de démolition sur des réseaux de chaleur, mais en tenant compte de certaines limites techniques. Et voilà les principales limites techniques. C'est que comme on est soumis au BREF de l'incinération, on doit respecter un temps de combustion. Donc les gaz de fumée doivent rester pendant minimum 2 secondes à plus de 850 degrés. Donc on va avoir un brûleur gaz de démarrage et de soutien. Et le minimum technique de ces équipements de base va plutôt être aux alentours de 70%. Donc sur une chaudière de 10 MW, vous allez être à 7 MW au minimum H24, 7 sur 7. Donc il faut derrière un besoin de chaleur qui soit relativement important et continu.
On peut aller rajouter des équipements, ce qui va faire augmenter le CAPEX pour descendre jusqu'à 50%, mais on n'ira pas beaucoup en dessous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Ce qui explique que on avait une tranche de bois pour le projet de Reims à 10 mégas et on a une tranche de bois B à 24 mégawatts PCI. Donc on va générer 21 mégawatts de chaleur à pleine puissance sur cet équipement-là. Donc il est beaucoup plus gros que les chaudières bois A, parce qu'il y a un intérêt à avoir du gros. Mais du coup, voilà, on ne fonctionnera que 8 à 9 mois par an. Et ensuite, voilà, il ne faut pas perdre de vue que dans ce bois, même si c'est un bois non dangereux, on va retrouver un peu de chlore et de soufre. Donc on a toujours un risque de corrosion. Donc ces chaudières vont être des chaudières au minimum à eau surchauffée, pour éviter des problèmes de corrosion dans les échangeurs basse température, voire de la vapeur. Mais si on a un réseau de chaleur basse température, ce qui est en général une bonne chose pour le rendement du réseau, on va devoir découpler la chaudière et le réseau de chaudière du réseau de chaleur. Donc ça ramène encore des équipements en plus, des pompes en plus, et un peu plus de savoir-faire derrière. Voilà, donc pour la petite histoire, les présentations vous seront envoyées. Si vous cliquez sur le lien là, qui est souligné, vous serez renvoyé sur un article qui a été réalisé par Bioénergie Magazine, à qui j'ai piqué la belle photo qu'il y a là-dessus. Donc voilà, je lui renvoie la balle. Et voilà, si vous avez des questions... Merci beaucoup, très intéressant. Donc, je vais ouvrir aux questions dans la salle, mais on voit déjà qu'on est en train de se poser la question sur comment limiter la compétition d'usage sur la biomasse issue d'exploitation forestière ou régionale. Et on voit bien qu'il va y avoir une autre compétition qui va s'ouvrir sur d'autres intrants qui vont servir dans d'autres usages pour faire de la chaleur. Tant mieux, ça permet de diversifier les sources d'énergie de nos réseaux de chaleur, et puis d'aller plus loin sur le biochar, et d'aller plus loin sur pas mal de sujets. Donc, merci. S'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas. Sinon, effectivement, allez-y. Je connais aussi. Merci Jérôme pour ta présentation. Moi, j'aurais voulu savoir précisément de quelle rubrique dépendait l'installation de Reims. Est-ce que c'est une rubrique incinération au titre de la rubrique 2771 des installations classées ou 2971 des installations classées? Et qu'est-ce qui a fait que vous avez opté pour l'une ou l'autre, que Socram Engie ait choisi l'une ou l'autre de ces installations? Alors, c'est pas nous qui choisissons. Typiquement, cette installation peut être dans les deux rubriques. Et le choix a été fait de la 2971, puisque quand on dépose le dossier d'autorisation d'exploiter, on va avoir dessus une rubrique installation de combustion de combustible solide de récupération et on ne voit pas le nom incinération apparaître. Mais techniquement, il faut être honnête, techniquement, cette machine est un incinérateur qui permet d'atteindre des VLE qui sont parfois 4-5 fois plus faibles que des installations biomasse de même puissance. Voilà. Et encore une fois, voilà, j'ai pas insisté, mais le gros intérêt de cette machine, c'est qu'elle va fonctionner en période de pointe hivernale, c'est-à-dire qu'au moment où on a normalement un appel de bois A important sur tous les réseaux de chaleur, c'est à ce moment-là où on va utiliser du bois de récupération, et donc le site va réduire sa demande en bois A et va avoir un intérêt économique à le faire aussi. Donc c'est un double intérêt économique. En termes d'acceptabilité, parce que du coup, vis-à-vis des riverains, des habitants d'un territoire urbain, c'est compris comme un incinérateur, j'imagine, puisque en tout cas c'est déclaré comme un incinérateur vis-à-vis de la DREAL. Ça veut dire que les enquêtes publiques parlent d'incinération. Est-ce qu'il y a eu des difficultés de faire accepter cet équipement là où il est installé, ou est-ce que vous avez des éléments, des arguments suffisamment à avancer en termes de pollution, de réduction des... Parce que vous avez dit, effectivement, vous êtes... Et voilà, comment ça s'est passé pour l'acceptabilité de ces projets-là? Voilà, là, typiquement, c'est la question qu'il faudrait aller poser à Engie. Bon, il faut savoir que sur ce site-là, l'idée, c'était d'arrêter le fioul lourd, d'arrêter le charbon. Donc, on arrêtait deux combustibles extrêmement polluants, qui n'étaient pas forcément bien vus non plus. En termes d'acceptabilité, même si on parle d'incinération, ce qui rentre dans cette installation, c'est du bois, et c'est du bois qu'on a chez nous. C'est composé à 80% de meubles. Enfin, ce que j'ai devant moi, voilà, c'est vous enlevez la couche de laque qu'il y a au-dessus, tout le reste, c'est du bois. Donc, ça reste un combustible qui est trié, qui est préparé. Alors là, en plus, on n'a que du bois. Donc, on se place en rubrique CSR, combustible solide de récupération. Mais typiquement, il n'y a que du bois qui rentre sur ce site-là. Et
Merci. Est-ce que dans la salle, il y a d'autres questions complémentaires? Donc, en tout cas, le type de combustible que vous visez au niveau régional, c'est vrai qu'il y a Ecocombust sur notre territoire qui était sûrement sur le même type de bois de récupération, je pense. Voilà, quid d'Ecocombust dans les années à venir. Donc du volume à traiter sur notre territoire qui va devoir trouver aussi des débouchés pour ne pas être systématiquement évacué dans d'autres pays plus au sud de l'Europe pour être traité. Donc effectivement, il y a sûrement un boulevard régional pour traiter ces déchets-là. S'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, je vous dis un grand merci à tous.